Televisione Italiana requests the honor of your company at the ceremony of the awarding of prizes for the 32nd Prix Italia International Competition for Radio and Television Programs. Prix Italia, concorso internazionale di programmi radiofonici e televisivi, concours international de production radiophonique et télévisuelle, International Competition for Radio and Television Programs. La RAI, Radio-Télévision Italiana, vous prie de bien vouloir assister à la proclamation des lauréats du 32e Prix Italia, concours international de production radiophonique et télévisuelle. Please show this invitation at the entrance. Prière de bien vouloir montrer cette invitation à l'entrée. Per la radio, la giuria per i documentari ha attribuito il premio Italia a Questionario per l'Esconil di Yann Parateur, presentato da Radio France. Nous allons terminer cette série d'émissions sur la recherche à la radio avec peut-être l'un des personnages les plus actuels et les plus représentatifs de la radio créative d'aujourd'hui, Yann Parentoen. Il est ingénieur du son à Radio France et, en dehors, à côté de son activité de technicien, il crée ses propres œuvres sonores. Prix Italia 1980, Prix des gens de lettres 1984, nouvelle mention au Prix Italia 1985, son palmarès est à l'image de son talent. Yann Parentoen, propos recueillis par Agathe Mella. Monsieur, votre statut à la radio est très particulier, puisque vous êtes un preneur de son, mais en même temps, vous êtes quelqu'un qui vous êtes tellement attaché à faire des recherches sur le son, précisément, que finalement, vous êtes devenu un producteur, et un producteur d'émissions si réussi que vous avez eu un prix Italia. Ceci vous a donné un statut spécial qui vous permet à la fois d'exercer votre métier et de faire de la recherche. Je pense que le prix Italia, c'était questionnaire pour l'Esconil. L'Esconil étant un port de pêche en Bretagne. Il s'agissait d'étudier, savoir comment les gens du village fonctionnaient avec l'oreille. Mais cette émission n'est pas, elle a eu le prix Italia, mais elle n'est pas, abordée différemment. Je veux dire, quand on travaille en radio, on ne fait pas un effort particulier sur telle ou telle émission. Je crois que ça part d'une démarche générale. Et pour moi, si vous voulez, la radio, l'approche de la radio est née avec le montage. Je suis arrivé à la radio en 58, et c'était le tout début du montage. Et donc, mon approche, partant du montage, je me suis mis progressivement à fabriquer avec des sons, sans me reposer sur un autre support, c'est-à-dire sans me servir d'un autre support. Souvent, on prend un texte, une musique, on fait référence à quelque chose qui existe déjà. Alors que moi, quand j'ai une émission à faire, je pars d'une envie. C'est pas forcément un thème. Si j'ai envie tout d'un coup de faire un travail sur le monde sonore d'une course cycliste, je me rends sur une course cycliste. Si j'ai envie de faire un travail sur le son de la chasse dans les Ardennes, la chasse au sanglier, je vais sur le terrain. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de script. Donc c'est dans ça que je dis que ça correspond plus à une envie qu'à une idée. Donc je me rends sur le terrain, que ce soit l'Esconil, un port de pêche, le terrain de chasse des Ardennes ou une course cycliste, ou même je peux me rendre aussi chez un poète, ou j'ai fait un travail sur Georges Perros à Douarnenez. Bon, tous les thèmes, je les aborde de cette façon. Je provoque un événement et je ramasse des sons. Un peu comme moi j'aime bien comparer la radio, l'expression radio à peinture et sculpture. Pour moi, la radio, c'est très proche, je pense, du fonctionnement d'un peintre ou d'un sculpteur. C'est-à-dire que les sons, pour moi, sont des couleurs. Donc, je manipule les sons comme autant de couleurs, à la limite, au-delà du sens. Bien sûr qu'il y a du sens qui apparaît dans le travail, mais je n'en tiens pas tellement compte. C'est pas abstrait, ça reste, malgré tout, il y a une histoire qui existe quand même, mais je fais complètement confiance aux sons, aux éléments. Mais est-ce que vous avez constamment le souci que ce soit intelligible ? Ah oui, bien sûr. Intelligible, bien sûr, oui, ça reste tout à fait lisible.
Quimper. Voyons, quelle direction. En prenant de la cathédrale. Toi, tu peux Oui, expliquer. oui, oui. Tu connais Quelle Quimper. direction à peu près? Ah ben, l'Escodille, si. Oui, oui, mais on se dirige plutôt vers le sud, quoi. Hein, c'est ça. Sud, sud-est, peut-être. Ouais. On traverse quel village? Pour venir jusqu'ici. Pour la baie, Plouvre-la-Lec. Et l'Escodille. L'Escombe en L'Escompte, c'est breton. breton. L'Escompte, C'est c'est breton. breton. Et l'Escodille, c'est français. Finistère Sud. Oui. Je pense qu'un travail radio, comme une œuvre, elle doit avoir plusieurs lectures possibles. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à l'histoire peuvent l'écouter au premier degré, mais les gens qui sont intéressés par l'esthétique sonore peuvent l'écouter autrement. Je pense que dans un travail, il doit y avoir plusieurs lectures possibles pour l'auditeur. Comme un tableau, je suppose qu'on peut le regarder, chacun le regarde à sa manière. Et donc, je crois que mon cas est un peu particulier parce que je pense que je suis un des rares à la radio qui monte lui-même ses idées. C'est-à-dire que je travaille la bande et je suis tout seul. C'est-à-dire qu'habituellement en studio, il y a une équipe classique qui est le producteur, le réalisateur, le preneur de son, l'opérateur et l'assistant. Et moi je fonctionne, je me mets en situation 8 jours par mois de fabriquer tout seul, de m'isoler et de me mettre en situation de créer seul, enfin en position de solitude complète. Mais en 8 jours, vous ne faites pas toujours une production? Non, je fais 2 productions par an de 2 heures, qui en général sont des ateliers de création pour Truta. Oui. Parce que je pense que si on s'arrête sur un travail, on se retrouve un peu aussi dans la situation de quelqu'un qui écrit un livre. Donc je suppose qu'un livre, ça met du temps à naître. Enfin. Et moi je passe facilement 6 mois sur une émission de radio. Pour 2 heures, pas continu. Enfin c'est une préoccupation qui ne vous quitte pas quand même. Sur 6 mois, j'ai le sujet, parce qu'il y a des montages qui se font en mémoire, dans la tête, et même inconsciemment. D'ailleurs je ne scripte jamais les bandes. Je les écoute souvent, et il y a un montage qui se fait dans la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'évacuer d'elles-mêmes, dont on ne va pas se souvenir, et c'est déjà un montage. Je préfère écouter plusieurs fois une bande, et progressivement, il y a un montage qui apparaît, qui va se faire dans l'inconscient, probablement, je ne sais pas, mais tout d'un coup, je vais garder telle ou telle chose, et c'est pas tellement maîtrisé au niveau... Et vous reviendrez souvent sur un montage déjà fait pour le modifier? Oui, oui, tout à fait. Parce que quand on travaille sur un plan, enfin sur une séquence qui va peut-être durer en elle-même 5 minutes par rapport à un travail de 2 heures, quand ce travail de 5 minutes trouve place dans l'ensemble, comme une couleur en quelque sorte, on va s'apercevoir que sa durée n'est pas bonne ou son traitement n'est pas bon par rapport à ce qu'il y a devant et après. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette séquence, on va la retoucher par rapport à son existence dans un ensemble. Donc je reviens sur les montages. Je reviens aussi très souvent sur le terrain. C'est-à-dire que quand j'enregistre dans un premier temps, en fait, je pratique comme à la limite, je fais un fond, je fais une couleur de fond, comme sur une toile, qui est le premier enregistrement. Par exemple, vous avez parlé d'une chasse en Ardennes. Oui. Qu'est-ce que vous avez enregistré comme fond, pour commencer? J'ai enregistré le son général de la chasse. Les chasseurs d'un côté, les traqueurs de l'autre, et aussi j'ai enregistré le son de la nature, bien entendu, enfin de tout ce qui existe dans la chasse. Mais ça m'a posé autant de questions, parce que quand on écoute une bande pour une première fois, ça pose d'autres questions. Il y a une nécessité de revenir, pour moi en tous les cas, sur le terrain, pour compléter, si vous voulez, le travail, pour trouver d'autres couleurs qui vont trouver place dans ce premier enregistrement, qui de toute façon servira de base. Et ensuite, je rajoute progressivement d'autres couleurs. Mais c'est un travail de solitaire, et c'est très difficile de faire partager, parce qu'on est constamment dans le doute, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire, en fait. Oui. C'est toujours l'élément qui commande. Alors on a des bandes, on travaille, mais s'il y avait une personne étrangère, un témoin, je pense que ça serait très gênant, parce qu'on n'est jamais en situation agréable, on est toujours en difficulté. Et je fais confiance aussi sur le terrain au hasard, enfin à ce qui va arriver. Il y a toujours un événement sonore, quelque chose qui se passe, un avion ou... moi je parle d'avion, là je cite, et je tiens à chaque fois qu'on enregistrera à le dire. La première fois au début du montage que j'ai vraiment eu le déclic du montage, c'est en écoutant Godard le cinéaste, qui était enregistré par une personne qui l'interviewait donc, et un avion passe. Et la personne dit, l'intervieweur dit, on va s'arrêter parce qu'il y a un avion. Et Godard dit, faites pas ça.
Ça situera l'époque. Et depuis, je trouve qu'il faut absolument faire confiance tout à fait à ce qui arrive. Maintenant, on vit une période où il y a des moteurs partout. Je crois qu'il ne faut pas les nier. Il faut composer avec les sons nouveaux. Il y a des sons de moteur, il faut pas les refuser. Ça peut devenir une musique, ça peut devenir... il n'y a pas de règle. C'est en ça que c'est difficile de définir son approche d'un travail. Mais en tous les cas, pour moi, la radio, ça serait un écrit complet. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se référer à autre chose. L'outil radio permet l'expression complète. Mais vous n'êtes pas, par exemple, envieux de ce que la télévision pourrait produire dans ce genre? Non, parce que je pense que c'est un outil d'expression aussi, qui malheureusement ne sert pratiquement pas, puisqu'on passe... il passe son temps, l'outil télévision, à diffuser des films. Par là, vous voulez parler du manque d'image dans le son? Oui, oui. Mais je ne crois pas, parce que l'image existe dans le son, mais elle est complètement ailleurs, elle est dans l'imagination. Alors on pourrait dire la même chose de la peinture, il n'y a pas de son dans la peinture, et pourtant c'est un art. La radio, c'est l'expression de 1 à 1, c'est-à-dire que c'est la communication d'une personne à une autre personne. Je trouve que c'est très proche de la confession, enfin, il y a une intimité. La radio devrait aussi se défendre et montrer qu'elle est une expression complète. Et trop souvent, si vous voulez, ce qui me fait peur, enfin, c'est qu'on considère la radio comme un support à d'autres expressions. C'est une expression qui n'a pas à voir avec l'écrit traditionnel. Et puis je pense que pour toutes les expressions, c'est pareil. Il y a peu de gens qui s'intéressent à la peinture, il y a peu de gens qui s'intéressent... c'est aussi une minorité. Mais par contre, on peut peut-être essayer de l'élargir quand même. Je pense qu'on pourrait montrer aux gens de façon relativement simple, sans parler de travail trop élaboré, on pourrait leur montrer que la radio peut exister à travers des sons, ne serait-ce que dans un bulletin d'information. On pourrait faire chaque jour une sorte de petit montage des événements sonores qui se sont passés dans le monde. Imaginez qu'au lieu de l'AFP, qui transmet des nouvelles écrites, qui est l'AFP du son. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde des gens qui enregistrent dans chaque ville ou dans les endroits où il se passe un événement, et au lieu d'envoyer de l'écrit, ils envoient des sons de l'événement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à l'AFP, il s'est passé telle chose à Washington, on a un son qui arrive et qui est... Par exemple, le tremblement de terre de Mexico. Absolument, on peut avoir... Enfin, tous les événements peuvent... Une déclaration politique, tous les événements sonores. Moi je serais pour un essai, on pourrait imaginer, de demander aux gens d'envoyer des sons au lieu d'envoyer les écrits. Et je suis persuadé qu'on pourrait construire un bulletin d'information rapidement, parce que là il ne s'agit pas de l'information, le propre de l'actualité c'est de dire tout de suite ce qui se passe. Et je trouve que personne n'a fait non plus cette tentative. Et je ne crois pas que ce soit très compliqué. On pourrait faire des bulletins d'information qui n'auraient rien à voir avec une création, mais qui seraient des bulletins sonores. Et de là, s'il n'y a pas trop de vent, on va au port. On entend évidemment le bruit de la mer. In the early morning, when the sailors are going out to sea. En route dans leur moto à la droite, en route d'Ormour. S'il n'y a pas trop de vent, on démarre le moteur et... En route. Route pêche. Pibak, zo bij een takkanbak. Bij de skom. Combien de bateaux y a-t-il? 50 bateaux environ, laisse connaître. Fleur de l'océan. C'est Loussoin-Pierre. La Colombe. Cadieu Félix. L'Andalouse. C'est Kéméner Persène.
l'écho de la mer. Moi, je suis un peu peiné souvent parce que je trouve que ces outils que sont la télévision et la radio ne sont pas considérés comme des expressions, malheureusement. Si on touche à la matière, on redevient forcément humble et le projet devient toujours plus simple. Souvent, c'est compliqué parce que ce sont des gens qui, en théorie, construisent une émission ou un film, et ne touchant pas à la bande ou à la matière, la chose reste pas très lisible. Enfin, je veux dire que ça n'est pas lisible souvent parce que c'est traité par d'autres, et que l'idée est uniquement intellectuelle. Je pense que si je devais former quelqu'un à la radio, je le prendrais très très jeune, 13-14 ans. 15 ans, il aurait une fréquentation du lieu, très jeune. On n'a pas du tout habitué, il n'y a pas de formation radio. Quand je dis formation, c'est mal dit. Sensibilisation. Sensibilisation, c'est ça. Mettre les gens dans des lieux où ils ont une chance. Par exemple, le magnétophone, on devrait le livrer très vite à l'école. Les enfants comprendraient très vite l'importance du montage et de la manipulation. Parce qu'au départ, ça reste quand même un jouet, un magnétophone. Enfin, ça. Oui. Donc ils comprendraient il faudrait les mettre en situation de faire des montages, par exemple, et des mixages. Sans leur imposer, bien sûr, des règles, parce que un montage, 10 personnes le feraient différemment. Chacun garde telle chose, d'autre pas. Donc il faudrait simplement, effectivement, pas de formation au sens scolaire. Oui. Mais simplement, quand même, il faut quand même avoir des lieux. Il faut les mettre en situation de pouvoir toucher au matériel. C'est à repenser complètement, ça. C'est au niveau des structures, enfin de l'approche. Je pense qu'on pourrait créer un lieu déjà. Bon, la musique a un lieu. À Radio France, il y a le GRM qui a un studio. Il suffirait. Bon, depuis le club d'essai, ça vient passer. En radio, je veux dire, il n'y a pas eu de création de lieu. La recherche est quand même axée vers la musique, plus que vers la radio. Je pense que la recherche est plus musicale que radiophonique. Je crois qu'il faut produire, il faut diffuser. Je suis contre une recherche fondamentale où on n'aurait pas de diffusion. Moi, je suis absolument pour la contrainte de la diffusion. C'est-à-dire même avec une contrainte de date. Parce que ça vous oblige à... Oui, il faut aboutir. Il faut aboutir. Sinon, là, effectivement, on peut passer son temps à... Il y a un moment, il faut être complètement presque dans le quotidien, être obligé de produire. Contraint par le temps, contraint même par une durée à la limite. Et d'ailleurs, moi je tiens à rester dans le quotidien, c'est-à-dire si je m'isole 8 jours par mois, le reste du temps, je fonctionne complètement en tant que preneur de son dans le quotidien. Parce que je crois que c'est mauvais aussi de se retrouver constamment dans la solitude, coupé de la vie. Dans votre travail quotidien, puisque vous ne voulez pas perdre contact avec le quotidien, qu'est-ce que vous enregistrez? Vous enregistrez quoi? De la musique, des dramatiques? Non, pas de musique ni de dramatique, parce que je pense qu'une prestation musicale, c'est infiniment respectable, mais ça n'a pas à voir avec la radio, parce que la création est ailleurs. Enfin, je veux dire, ce sont les musiciens qui créent, et c'est une retransmission, ça n'a pas à voir avec la radio. Ouais. Une dramatique, les 3 quarts du temps, ça n'a pas à voir avec la radio, parce que c'est un texte que l'on subit constamment, c'est-à-dire que même si ce texte est de qualité, et très souvent ils le sont, on ne peut rien pour le texte, parce que c'est trop tard, le texte arrive en studio, et on ne peut que l'illustrer. Il reste des émissions sur culture comme Les Papous dans la tête de Bertrand Jérôme, où on fait souvent les petits mixages qui sont une approche radiophonique. Et sur France Musique, j'ai trouvé aussi à travailler avec l'oreille en colimaçon, qui est une initiation à la musique, où avec des objets, on essaie de montrer aux enfants qu'un objet est musical, c'est-à-dire qu'à partir d'un objet banal, on peut arriver à en faire une musique. C'est tout à fait au stade de la... Puis on leur montre déjà des montages aussi et des mixages. Et je dois me méfier, j'ai travaillé pour l'atelier de création radiophonique, qui est le lieu où justement on fait de la création radiophonique, longtemps comme preneur de son. Mais quand je me suis aperçu que j'avais envie de faire des choses un peu personnelles, je ne pouvais pas être dans le quotidien, dans des choses très difficiles dans le quotidien, et ensuite avoir assez d'énergie pour faire des choses personnelles. J'ai dû quitter l'atelier à cause de ça, parce qu'on ne peut pas avoir d'idées constamment. Et donc le quotidien est souvent, donc pour moi, radio, enfin ce que je fais, est plus une détente. Enfin, ça me repose de mon travail de solitaire. Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi aussi les émissions pas trop compliquées à faire. Parce que quand on faisait l'atelier en tant que preneur de son, quand on fait l'atelier en tant que preneur de son, c'est une préoccupation de chaque instant. On participe à une création collective. Cela dit, je crois quand même à la solitude, parce que dans le collectif, c'est souvent trop sage. Parce que je pense que vous pouvez aborder les zones un peu de folie ou pas très raisonnables que lorsque vous êtes seul. Parce que si vous travaillez en groupe, vous allez proposer une idée qui vous plaît, mais qui peut paraître un peu étonnante.
Et il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, ah, tu crois, il faudrait peut-être mieux faire ça. Le collectif tend forcément vers la moyenne. Et il n'y a que le solitaire qui va vers la démesure. Parce que quand on cherche quelque chose et qu'on fait une tentative de mixage ou de montage, quand on est seul à l'écouter, c'est pas la même chose. Si on est dans un groupe de 4 ou 5, il y en a toujours un qui va réagir immédiatement et qui va vous vous faire douter immédiatement. S'il y a une remarque, ah, tu fais ça comme ça, tiens, moi j'aurais coupé ici, ou j'aurais peut-être fait ça comme ça. Tout d'un coup, le doute s'installe et on est coupé complètement de son élan et de sa démarche. Je trouve donc que c'est le problème du collectif. Ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est infiniment intéressant aussi, le travail collectif, mais je pense qu'on ne va pas assez... Enfin, ça reste raisonnable. Un petit chariot pour la grande ours. Est-ce que vous pouvez me donner quelques productions qui pourraient servir d'illustration pour ce que nous cherchons? Pouvez-vous penser à des choses que vous avez produites? Il y a la première émission qui était consacrée à un travail sur le son du monde du jouet, enfin le son miniature, par rapport au son de l'adulte. C'est-à-dire que j'ai essayé de mettre en opposition des guerres à travers des constructions de sons de jouets. Enfin, j'ai fait fabriquer des guerres avec des sons de jouets, des embouteillages, et pour voir si elles avaient le même caractère que les sons que j'appelle adultes, d'où le titre, le petit chariot pour la grande ours. Il y avait une notion de chariot de jouet, et la grande ours avait il y avait une notion de plus grande, enfin l'espace. Dans le jouet, on trouve absolument tous les sons de la mesure où on trouve les guerriers, on trouve des avions, on trouve des voitures, on trouve des poupées qui parlent, donc il y a tous les tics de la vie adulte qui apparaissent dans le jouet. J'ai fait parfois les oppositions, j'ai essayé de comprendre comment l'enfant fonctionnait avec le jouet aussi. Et il fonctionne avec le jouet comme avec le son, c'est-à-dire que le jouet devient intéressant quand il l'a cassé. C'est-à-dire que quand il lui a donné sa forme personnelle. Lorsqu'il a cassé le jouet, et je dis que comme le son, parce que le son devient intéressant, quel qu'il soit, quand on l'a cassé. C'est-à-dire que je dis quand on l'a cassé, c'est quand on lui donne une autre forme, en fait. Une forme plus personnelle, disons. Et c'est comme le jouet. Et alors, le prix italien que vous avez eu en 1980? C'était un travail sur le monde sonore d'un port de pêche en Bretagne qui s'appelle l'Esconil. La particularité de l'Esconil, c'est que les bateaux sortent chaque matin et rentrent chaque soir. Alors l'idée, c'était d'essayer de savoir si cela rythmait la vie des gens du village, si le son de ces bateaux qui partent, qui reviennent, finissent par s'inscrire dans l'oreille des gens et en fait d'influencer leur vie. Les gens me parlaient, je me souviens, une dame disait tiens, tel moteur c'est la Nicole qui part. Dire que bon, ils finissent par lire à travers les sons, enfin, ce qui arrive au village. Le pêcheur dit le bruit d'un volet qui claque me signifie qu'il y a du vent, donc que peut-être mon bateau est en danger et donc je vais descendre au port. Donc la lecture qu'on peut avoir d'un village à travers l'écoute.
Et le temps des seigneurs, qu'est-ce qu'il y a eu une mention au prix Italia? Qu'est-ce que c'était? C'est un travail sur les tailleurs de pierre de mon village, c'est-à-dire l'histoire des tailleurs de pierre de mon village. De quel village? Île-Grande, dans les Côtes du Nord. Ensuite, je sais pas, j'ai cité... Oui, le prix des gens des lettres en 1984. Ah oui, ça c'est un travail à Douarnenez sur Georges Perros, donc, qui vivait à Douarnenez, qui était donc un poète. Et c'était une approche à travers le quotidien, enfin à travers ses amis du quotidien, disons, de la vie de tous les jours. Et essayer de dresser un portrait de Georges Perros, non pas à travers ses textes, mais à travers les gens qui l'avaient approché dans la vie, au bistrot, sur le port, enfin, au match de football, partout, au cinéma. Une espèce comme ça d'affection qu'il avait autour de lui à travers les gens de rencontre, son univers. Chaque scope. C'était Les chemins de la connaissance. Agathe Mella recevait Yann Parentoen dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 septembre 1987. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.